Alors ici, vous rappelez, on a un bâtiment, un grand bâtiment rectangulaire qui est un petit peu particulier pour plusieurs raisons. Vous vous rappelez, il y a de la localisation, on est au milieu de la place, on est face à l'entrée. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'on a semble-t-il, deux états architecturaux avec la partie intérieure, ici les murs, et puis cet habillage qui fait penser à un podium, en tout cas un renfort, qui vient border la partie ouest et la partie nord, avec dans l'angle une grosse pierre de calcaire qui est taillée. Voilà, vous vous rappelez, le calcaire, on a très peu sur le site, donc là aussi c'est un élément discriminant et il fait plus ou moins face à l'entrée. Donc il n'est pas placé n'importe où non plus. Donc il y avait ces deux éléments là, et l'autre élément était la présence récurrente, encore une fois, de pierres calcaires qu'on avait associées au basalte et au galet, hein, qui sont les matériaux les plus courants, avec notamment ces deux pierres plates qu'on avait ici, qu'on supposait être un seuil. Voilà. Donc la première chose, c'est qu'on a bien identifié, on a confirmé le fait que c'était bien un seuil. Donc on a bien les pierres calcaires qui sont ici, et on le voit, vous voyez devant, il y a un petit aménagement avec des pierres, des blocs plus grossiers qui sont en basalte, qui passent dessous et qui font saillie par rapport au plan vertical, hein, de l'emmarchement du seuil. Alors en l'état, c'est pas complet, malheureusement. C'est un aménagement qui a été épierré. Là, vous voyez, il y a une légère cuvette qui ont mis en évidence Elliot et Jean. Donc c'est une tranchée en fait, qui a servi en fait à venir récupérer les matériaux. Donc probablement un aménagement, on suppose un aménagement empierré qui était en avant du seuil, qui permettait de desservir en fait l'intérieur. Et donc on a juste un résidu, un reliquat de cet aménagement qui est conservé, mais suffisant en tout cas pour confirmer qu'on a bien ce seuil. Donc c'est intéressant encore une fois parce que c'est le premier seuil construit qu'on connaît, qu'on a repéré sur ce site. Et encore une fois, il est associé avec ces pierres calcaires qui sont pas... leur emploi n'est pas anodin du tout, voilà, dans le bâtiment. Donc ça, c'est le premier point. On avait aussi un autre atelier dans notre réflexion qui était la relation chrono entre notre premier état, le mur ici, puis ce doublage. Donc on savait déjà depuis l'année dernière que le doublage venait après. On avait vu, on a fait une stratie au cœur de l'architecture. La question, c'était est-ce que c'est juste est-ce que ça fait partie du même programme de construction, ou est-ce que c'est un rajout qui vient après un premier état d'occupation? Alors là, il y a sur le petit secteur sur lequel travaille Joy, donc on est à l'extérieur, hein, il n'y a que au niveau de l'extérieur, hein, du bâtiment qu'on peut avancer sur cette thématique, puisqu'à l'intérieur on est contre l'architecture, donc évidemment on ne peut pas avoir de lien stratigraphique. Et là à l'extérieur, on a mis en évidence ce niveau d'occupation très bien conservé qu'on a déjà repéré l'année dernière. Donc là on a mis tout le long du couloir là, qui est entre la berme et le bâtiment, avec tous ces galets à plat, des tessons, énormément de graines. On n'aura pas le temps, hein, Rachel, de prélever ça cette année, malheureusement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce niveau il vient buter contre notre mur intérieur, on va dire, et en revanche il passe dessous, celui-ci. Donc là clairement on n'est pas sur le même programme architectural. Il y a vraiment deux états très distincts. Voilà. Donc ça c'est une première réponse qui est importante pour nous. Ça veut dire que ça n'a pas été conçu d'un seul bloc, c'est venu vraiment par la suite. Ok, donc ça c'est un premier point. Le deuxième, de l'autre côté, on a fait un petit agrandissement ici, puisqu'on cherchait la continuité de cet habillage, en sachant qu'ici on avait une grosse pierre, qui n'est pas du calcaire, mais qui est une roche agglomérée, là aussi, hein, c'est la seule dans ce matériau, pour rappeler qu'on avait, et qui semblait marquer un angle. Le problème c'est que si c'était un angle, elle est dans l'axe du mur intérieur. Elle n'est pas débordante par rapport à ce qu'on a là-bas. Donc ça ne viendrait pas habiller, ça viendrait se terminer là. Donc l'idée c'était est-ce que notre habillage, il faisait un U pour venir ceinturer en fait la partie nord du bâtiment, ou est-ce qu'il s'arrêtait ici? Visiblement, là le sondage qu'est en train de faire Quentin avec l'aide de Jean au début, de ce qu'on observe, c'est que ça semblerait s'arrêter ici en fait, au niveau de cette pierre. Les aménagements que vous voyez sur ma gauche, avec ces alignements de pierres qui viennent se caler contre le parement intérieur, ça sera autre chose, peut-être lié justement à la présence de l'entrée et du seuil. En tout cas, a priori, on ne serait pas sur cet habillage-là.
Donc là aussi c'est intéressant si ça se confirme, donc la fouille est en cours, hein, Quentin va nous finir ça avant jeudi. Là c'est intéressant parce que cet habillage finalement il semble être vraiment limité à cet angle, et cet angle c'est celui qui fait face à l'entrée. Donc là ça renforce un peu aussi notre hypothèse de podium, qui vient mettre en valeur, qui vient monumentaliser en fait l'habitat, cet édifice. On n'est pas dans quelque chose a priori qui vient consolider des murs qui auraient été branlants et qui auraient eu besoin d'avoir une réfection. Voilà. Donc probablement un édifice encore une fois particulier, on reste sur cette hypothèse-là, et ça vient un peu étayer notre réflexion sur ce point-là. Donc ça c'est des points déjà importants qui nous ont permis d'avancer. Les autres éléments, je ne vais pas mettre dans la caméra. Les autres éléments, alors comme vous avez pu le voir, on a avancé dans la fouille sur la partie nord de l'édifice. Donc là on a enlevé les remblais qui venaient sceller ce niveau d'occupation sur lequel j'ai les pieds, qui est un niveau d'occupation avec des galets. Là aussi on a quelques éléments de céramique à plat. Ça évoque un petit peu ce qu'on a là-bas, mais là on est à l'intérieur, hein, c'est un niveau d'occupation d'habitat, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce niveau donc, qui venait buter contre le mur, et il était délimité par ce mur de refend qu'on ne voyait pas au début, donc on a dégagé là ces derniers jours. Et qui nous arrange parce que dès le départ, vous vous rappelez ma première présentation, je vous avais dit qu'on avait, au niveau de la stratigraphie, on avait vraiment deux espaces distincts entre ici et ici. Ça nous gênait un petit peu. Là, ça se confirme par le fait qu'en fait, il y avait vraiment ce mur de séparation qui séparait cet édifice en deux. Donc ce niveau d'occupation qui est là, qu'on ne retrouve pas de l'autre côté, donc qui est délimité par le mur, et qui venait probablement contre le mur ici. Là, il a été en partie arraché. Et puis ici dans l'angle, ça je pense que vous l'avez déjà tous plus ou moins vu, on a ces trois cols d'amphore de Marseille qui sont disposés dans l'angle, qui sont alignés, hein, qui sont disposés dans l'angle du bâtiment. Alors on a l'impression qu'il y a un effet de creusement parce que notre niveau d'occupation en galet il s'arrête là, plus ou moins. En fait il a été arraché, ce que vous voyez là qui est plus limoneux, argileux, ça passe dessous, ça continue. Donc cet aménagement d'amphore, en fait il est antérieur à ce niveau d'occupation qui est ici. Donc là aussi on sent qu'il y a plusieurs états, un, deux, peut-être trois états qui nous attendent dans cette partie de l'édifice. Alors ces cols d'amphore, au vu de leur emplacement par rapport au mur et au vu de leur espacement les uns par rapport aux autres, il y a peu de chances que ça soit des amphores entières. Parce que ces amphores de Marseille, c'est assez globuleux en fait. Et là, a priori, hein, Juliette, tu m'arrêtes si je me trompe, ça colle pas trop. Donc on reste sur cette idée-là, et il semblerait que ça se confirme. Là, je vois le départ de la hanse qui est cassé, parce qu'on a probablement des amphores qui ont été sabrés au niveau du col, et qui ont été disposés comme ça. Donc peut-être plus des éléments des éléments qui permettaient de caler en fait un aménagement de type avec des piquets ou des poteaux, plutôt que des éléments qui servaient au stockage en fait, puisque on est sur des contenants qui ne sont pas entiers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas aborder. Ça, tu ne le mettras pas en ligne, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas aborder cette année, donc on va laisser dormir là, et puis on verra ça l'année prochaine. De ce côté-ci, donc du côté sud du mur de refend, il se passe plein de choses. Au niveau de l'architecture, on a repéré, c'est quelque chose déjà qu'on avait déjà cerné plus ou moins l'année dernière, une tranchée d'épièrement de la fermeture sud du bâtiment, dont on a seulement cette portion là qui est conservée. Donc une tranchée là qui est implantée en fait dans les niveaux d'abandon qu'on a déjà fouillé précédemment, niveau d'abandon de l'édifice, et qui interviennent avant que l'espace soit requalifié. Vous vous rappelez, une fois que l'édifice est abandonné, ça sert d'espace de circulation. On a un niveau de cailloutis qui ressemblait très fortement à celui qu'on a en bas, qui n'est pas du tout contemporain, hein, mais qui venait napper l'ensemble de ce secteur, et donc qui n'était plus occupé par un habitat, mais qui était occupé en guise d'espace de circulation. Donc ce niveau de circulation, il venait en fait sur la tranchée d'épièrement. Donc ça, c'est un indice aussi sur le fait que cet épièrement, en fait, il est très ancien, et il suit de peu en fait l'abandon de l'édifice. Donc là, on le suit assez bien. Et là, ce matin, Jean a délimité aussi l'angle de la tranchée d'épièrement de ce mur-ci, du mur est, qui est conservé jusqu'ici, et qu'on perd, comme vous le voyez, par la suite. Donc là, pareil, ça s'insère à peu près dans la même phase. Donc on est
on est sur un abandon qui est proto et qui est ancien. Voilà. Donc voilà, ça commence un petit peu à se dessiner un peu plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même si on n'a pas de réponse pour l'instant sur ça, et c'est juste de l'observation, c'est que notre mur de refend qui est ici, vous le voyez peut-être, il n'est pas parallèle au mur du fond. Il est légèrement désaxé. Donc ça c'est un peu curieux parce que bon, même si, parce que nous on n'est pas chez les Romains, mais même à Proto, c'est quand même, il faisait un petit effort et voilà, on avait à peu près des angles droits. Après c'est pas si déconnant que ça, puisque lorsqu'on regarde l'orientation du mur sud par rapport à ce qui nous reste, on sent, ça me gênait déjà l'année dernière, donc j'avais un peu triché, j'avais fait quelque chose d'un peu plus perpendiculaire, mais en fait il est parallèle à celui-ci. Donc est-ce qu'on a deux états au sein du bâtiment ou est-ce que c'est un aménagement là encore qui vient d'une seule tenue avec une orientation un peu différente pour une raison qui ne s'explique pas pour le moment et qu'on comprendra en poursuivant la fouille? Ça on ne sait pas. C'est une question qui reste en suspens et à laquelle on répondra l'année prochaine ou les années qui suivent. Donc dans toute cette partie, on va dire les 2/3 sud de l'édifice, on a une stratigraphie qui est assez complexe et qui est assez riche, puisque là on a enlevé, il me semble que lorsqu'on a fait la première visite, il y avait encore le niveau d'abandon d'argile fondue, donc là on l'a enlevé de partout. Vos collègues ont mis en évidence ce niveau d'occupation, avec là toujours c'est pareil, on est toujours sur ces galets, ces petits graviers issus du substrat qui sont remobilisés en tant que sol d'occupation, qui évoque un peu celui-ci, mais on n'est pas tout à fait dans les mêmes modules, c'est pas tout à fait la même construction, c'est peut-être contemporain, c'est pas trop pour l'instant, là c'est pareil, on ne peut pas faire un lien stratigraphique puisqu'on a le mur qui vient au milieu. En tout cas ça fonctionne avec le mur puisque ça vient buter contre les pierres qui sont ici. Avec des petits tessons écrasés sur place, hein, en surface, qu'on a un peu de partout. Voilà. Et ce niveau d'occupation qui est assez limité, hein, vous voyez, il ne s'étend pas dans la partie sud, il est vraiment limité à la partie nord. Donc là on est vraiment sur le niveau le plus récent du bâtiment, et là très probablement on a aussi plusieurs états d'occupation. Je vais vous montrer pourquoi. Dans cette partie-là, donc on avait ce foyer qui était déjà bien apparent, qui est beaucoup plus massif que ce qu'on pensait, puisque nous on voyait bien le lit de galet qui est en haut, donc on voyait qu'il était surélevé hein, par rapport au niveau d'occupation. Et là en progressant sur la fouille, on n'est pas encore à la base, mais si vous mettez là de mon côté, peut-être de l'autre côté vous le voyez aussi, sous ce lit de galet on a un niveau de pierre de basalte qui est assez gros. Donc ça c'est très très massif, moi je ne connais pas ça pour les foyers domestiques, donc peut-être un foyer qui avait une autre vocation, peut-être de l'artisanat métallurgique, peut-être pas, enfin on verra, ça aussi c'est quelque chose qu'on pourra caractériser en fouillant les abords si les vestiges sont conservés. En tout cas quelque chose qui sort un petit peu du commun. Et du côté intérieur, je ne sais plus si c'était déjà visible, un foyer plus ou moins central, rectangulaire, très bien conservé, avec sa sole et son radier multicolore dont on voit très bien l'empreinte, hein, qui est rectangulaire et qui lui est plus classique par rapport à ce qu'on connaît par ailleurs. Et entre les deux, vous voyez, il y a une partie qui est extrêmement rubéfiée avec énormément de restes charbonneux, donc qui s'insère bien entre les deux foyers. Pour l'instant on ne sait pas trop s'ils sont contemporains. A priori on a envie de dire oui, c'est possible, hein, au vu de la stratigraphie ça a pu fonctionner ensemble. Et de ce côté-ci, là c'est pareil, on arrive sur des aménagements un peu complexes à lire, pour l'instant qu'on n'arrive pas à appréhender, en tout cas à interpréter correctement, parce que la fouille est en cours. Avec, il y avait une partie là qu'a démonté Victoria d'un vase ou de plusieurs vases qui étaient écrasés sur les 3 pierres que vous voyez dans la partie sud du foyer, écrasés, donc qui est fragmenté à cet endroit-là. Et dans l'angle du foyer du mur, des boudins d'argile purs, voilà, qui sont plaqués aux aménagements. Donc là aussi, pour l'instant, on ne sait pas trop comment interpréter ça. Avec, on voit une pierre basaltique circulaire assez massive qui commence à sortir. Et puis des amas de sédiments très différents, en fait, très sableux, ici, là. Ça paraît anodin comme ça, mais voilà, on en prend soin, on les délimite, on les relève. On fera probablement du prélèvement aussi sédimentaire. Parce que si on est sur quelque chose d'artisanal, c'est des éléments qui ont pu participer justement à ces activités-là. Donc il faut qu'on les caractérise un maximum. Ici devant, donc on a ce niveau charbonneux, très rubéfié dont je vous parlais, et très cendreux, qui visiblement file sous ce niveau d'occupation de galets. Voilà. Donc là, c'est quand je vous disais, on a plusieurs états, très clairement, on a plusieurs.
On a une aire d'activité là avec ces éléments qui correspondent probablement au fonctionnement de ces espaces, de cette batterie de foyer. Et ensuite un rechapage de l'espace avec, avec ce niveau d'occupation qui est ici, qui correspond à l'ultime niveau d'occupation du bâtiment. Dans la partie un peu plus au sud, donc on est à moins touché parce qu'on n'a pas eu le temps, hein, tout simplement. Mais on a toujours ce bloc là qui est au milieu, dont je pense que je vous en avais déjà parlé, qui correspond probablement en fait au support de la poutre faîtière, hein, qui venait couvrir le bâtiment, parce que là la largeur ça ne marche pas, les toits plats ça ne marche pas, hein, ça ne se tient pas, donc il faut une poutre faîtière. Et il y a de fortes chances qu'il ne fonctionnait pas seul, hein. Ça ne peut pas fonctionner seul, donc il y a de fortes chances pour qu'il y ait un poteau qui se trouve dans l'axe un peu plus loin, bien que le mur de refend ait pu aussi servir de support pour cette poutre faîtière. Donc ça c'est des choses qu'on verra, on verra par la suite. Et puis dans cette partie sud, enfin ça aussi c'était visible il y a 2 semaines, hein, lorsqu'on a fait le tour ensemble, on a quelque chose on a un niveau qui est beaucoup plus rubéfié qu'ailleurs, assez charbonneux également, donc on n'est pas du tout sur la même rubéfaction et les mêmes apports charbonneux qu'ici, hein. C'est pas du tout la même chose. Là on sent qu'il y a vraiment, c'est lié à une activité, là c'est lié à un incendie. Vous vous rappelez, il y avait les adobes cramés qui étaient dans l'angle de l'éperlement, là, qui ont été justement en partie entaillés par l'éperlement. Et donc ça, ces adobes brûlées, en fait, elles sont liées à ce niveau extrêmement compact qu'on a ici, qui est brûlé en fait, qui est brûlé par un incendie. Et c'est intéressant parce que visiblement, donc il y a au moins une partie de cet édifice-là qui a été incendiée, qui a brûlé, et ça n'a pas suffi visiblement pour le détruire complètement, puisqu'ils sont au moins réoccupés cette partie-là de l'espace, avec ce sol de galets qui est ici. Donc là aussi, ça fait partie des objectifs pour l'année prochaine, c'est de purger ce niveau-là et d'arriver sur les états intermédiaires et initiaux en fait, d'occupation de ce bâtiment. Et c'est dans ce niveau incendié, je le dis pour les visiteurs, c'est dans le niveau incendié de l'édifice, dans l'angle là, qu'on a retrouvé une balle de fronde en terre cuite qui a brûlé et qui fait écho à d'autres balles de fronde qu'on a retrouvées un peu partout sur le site dans des niveaux incendiés contemporains. Donc qui laisse à penser que en fait, le site ça a été détruit par un incendie généralisé, mais qui n'est pas forcément accidentel, qui a été plus provoqué. Voilà. Donc maintenant on commence à parler d'épisodes guerriers par rapport à cette phase-là. Donc voilà, pour les jours qui restent, on ne va pas trop s'exciter sur la stratigraphie intérieure parce que c'est assez complexe et on risque de ne pas avoir le temps de voir correctement les choses. Donc on va se concentrer sur ce qui est apparent, on va finir de les enregistrer, de les prélever, de faire des petites fouilles très ponctuelles pour voir les liens stratigraphiques et plus se concentrer sur les architectures, sur les tranchées d'épièrement et sur les limites du bâtiment côté extérieur et sur la stratigraphie extérieure qui est là-bas. Voilà.